Bonjour Gilbert. Oui, bonjour, ça va? Alors, la semaine s'est bien passée? très bien. Cette semaine, l'actualité, c'est encore une fois la crise sanitaire, qui depuis bientôt un an maintenant. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un problème avec la vaccination? Est-ce que la vaccination en France, elle est grippée aujourd'hui? Oui, elle est grippée, elle est enrhumée, elle est épuisée, voilà tout. Elle va pas bien. Elle va pas bien, c'est le mot qu'on puisse dire. Elle va pas bien. Elle est complètement mal en point. C'est tout le monde le dit. Je crois que on est arrivé à un certain accord là-dessus. C'est quand même dramatique de voir que cette pandémie révèle à la fois deux choses. La première, c'est que l'Union européenne a été incapable de gérer la question de la pandémie, et notamment la question des vaccins, puisque toutes les... Elle est en première ligne quand même dans la commande des vaccins, c'est elle qui fait le... Oui, non, les États lui ont délégué, alors qu'il n'était pas du tout obligé de le faire, le pouvoir de négocier avec les laboratoires d'une manière opaque, ce qui est déjà tout à fait discutable et insupportable. Et le résultat, quand même, il n'est pas au rendez-vous, quoi. Je veux dire, quand on voit les Anglais avec leur Brexit, ils ont mieux fait que nous pour l'achat des vaccins. Ils nous ont même piqué des vaccins français. Donc, alors oui, effectivement, c'est donc l'entreprise Valneva, qui est une entreprise française, mais une entreprise française, voilà, mais qui ne produit plus en France depuis plusieurs années. Non, mais c'est ça qu'il faut. Bon, alors, on n'a aucune raison de le dire avec satisfaction, même si ça révèle les défaillances de tout un système techno-bureaucratique, con, bon, voilà, bon. Mais c'est quand même très attristant de voir qu'une entreprise française, dans un moment aussi dramatique que cette pandémie, part travailler, s'installer, fournir des vaccins à l'Angleterre, en pleine période de Brexit en plus, en plein moment historique du Brexit. Bon, normalement, ça devrait nous obliger, au-delà des polémiques, au-delà des échanges qui deviennent quasiment névrotiques entre les uns et les autres, à réfléchir sur ce que l'absence de souveraineté peut nous causer, parce que au bout de cette pénurie des vaccins, au bout de cette difficulté à gérer la pandémie, il y a des morts, il y a des malades, et quand on voit qu'une entreprise française, faute de moyens, va livrer ses vaccins à l'Angleterre, on est obligé de se poser la question, pourquoi toutes ces faiblesses de la recherche française? Alors, je donne quand même quelques chiffres concernant Valneva. La Grande-Bretagne a mis une option sur 40 millions de doses et a commandé un total de 100 millions de doses. En même temps, l'Union européenne, elle, qui est toujours dans des discussions, envisage une commande de 60 millions de doses. Alors, 100 millions de doses pour la Grande-Bretagne, 60 millions pour l'Union européenne. Franchement, si la présidente de la Commission européenne, Ursula, fonctionnait dans un régime démocratique, elle démissionnerait. Je veux dire que c'est un échec qui engage la responsabilité de la structure décisionnelle de l'Union européenne. Je veux dire, il faut vraiment qu'on soit complètement assommé, complètement amorphe, qu'on accepte tout aujourd'hui, qu'on ait réussi à nous faire tout accepter pour qu'il n'y ait pas de réaction. Bon, c'est quand même la santé des uns et des autres qui là est en cause. Bon, non, voilà, l'Union européenne, c'est un échec absolu sur le plan. Est-ce que c'est pas un peu facile de tout mettre sur le dos de l'Union européenne, parce que c'est intervenu tout à fait. Oui, mais d'un côté, regardez en France, il y a tas de problèmes sur la vaccination. Je pense à des laboratoires comme Sanofi, qui fait partie des premiers laboratoires mondiaux. Non, mais pour répondre... Sanofi, le vaccin Sanofi, on l'attend toujours et on va l'attendre pendant quelques mois. Et là, c'est pas l'Union européenne. Là. Non, mais il se trouve qu'on a délégué à l'Union européenne la mission de s'occuper de la lutte contre la pandémie et des vaccins, voilà, et que l'Union européenne n'est pas au rendez-vous. Ça n'empêche pas que on constate aujourd'hui que Sanofi enregistre des retards considérables, que malheureusement
l'Institut Pasteur est en échec. L'Institut Pasteur, oui. Et là, c'est quand même triste parce que l'Institut Pasteur, c'est un peu le France, hein. Bon, et là, l'Institut Pasteur reste à quai. Bon, cela veut dire que sur le plan de la recherche, on est échec et mat. C'est dramatique de voir ça. Alors pourquoi? Faut quand même se poser la question. Pourquoi? Bon, alors, moi, je pense que on Est-ce est. que c'est que un problème de moyens? C'est un problème de moyens. D'abord parce que des chercheurs français sont allés travailler à l'étranger, ils ont réussi. Mais c'est aussi un problème de lourdeur bureaucratique. La France est écrasée sous un tampon monumental, mais on ne peut rien faire, rien obtenir. Tout est ligoté par des administrations qui se font la guerre, qui ne se communiquent pas les renseignements, qui constituent des chapelles à la tête desquelles il y a des petits chefs. Non, mais c'est vraiment, c'est insupportable de voir à quel point la France est bloquée par la bureau-technocratie, aggravée maintenant par la bureau-technocratie de Bruxelles. Donc on est pieds et poings liés quand vous pensez que les tests salivaires, dont on nous dit qu'ils sont quand même très performants, ne sont pas développés à grande échelle. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que on est toujours dans la même atmosphère. Je crois qu'il faut plus de 10 ou 15 autorisations, il me semble, hein, avant qu'une décision puisse être prise. Bon. Non mais l'une des révolutions qu'il faut promouvoir, c'est la simplification bureaucratique et la suppression, l'éradication de toutes ces planques administratives, quoi. Faut dire les choses comme elles sont, voilà, de toutes ces planques administratives qui n'ont pour seul intérêt de faire vivre ceux qui y sont, quoi. Et qui maintenant font crever la population, parce que tous ces retards que nous prenons, tous ces échecs que nous enregistrons, ça a des conséquences directes sur la santé. Alors, on va changer un peu de sujet. Ce qui a marqué l'actualité cette semaine, en tout cas l'actualité parlementaire, c'est ce projet de loi contre le séparatisme. Alors, je rappelle, hein, c'est suite à l'assassinat du professeur Samuel Paty, Darmanin a voulu faire un projet de loi, d'abord sur l'islamisme radical, lutter contre l'islamisme radical, qui s'est transformé en projet de loi contre le séparatisme, qui aujourd'hui est désormais le projet de loi pour conforter des principes républicains. Voilà, vous remarquez quand même que on a assisté à une désertion sémantique. Alors, c'est vrai qu'il y a une évolution. On peut noter une évolution certaine. Non, il y a une fuite dans le vocabulaire. Il y a une peur des mots. Il y a une trouille des mots. Dans un premier temps, sous l'effet ô combien justifié de l'émotion provoquée par la décapitation de Samuel Paty, le gouvernement, en la personne de Monsieur Darmanin, voulait, faisant suite au discours d'Emmanuel Macron, faire la guerre à l'islamisme radical, au séparatisme de l'islamisme radical. Et puis, à petits pas, de marche arrière en marche arrière, on en arrive maintenant à un texte qui ne parle même plus de séparatisme, mais qui a pour objet de conforter les principes républicains. Comme si, dans une république, il fallait conforter les principes républicains, sauf à admettre qu'il y a un effondrement complet des principes républicains, ce qui est bien le cas. Ce texte de loi, il s'en prend à l'Église catholique, au protestantisme, au judaïsme, et éventuellement à l'islam radical. Mais en quoi les trois autres religions sont-elles concernées? Ce n'est pas parce que des attentats ont été commis par des juifs, par des catholiques, par des protestants, qu'on a évoqué le principe d'une loi luttant contre le séparatisme. Oui, mais en France, la loi est la même pour tout le monde. Mais bien évidemment que la loi est la même pour tout le monde, mais c'est d'une hypocrisie totale que de vouloir faire croire que la cause de cette loi, ce sont les catholiques, les protestants ou les juifs. Aujourd'hui, je crois, Darmanin a déclaré, je le cite, l'islamisme que nous combattons,
n'a ni frontière, merci, hein, voilà, donc encore une fois de plus, hein, pas besoin de frontières. De toute façon, il a dit que les trois quarts des terroristes étaient des Français. Voilà, bien évidemment, voilà. N'a ni frontière, ni identité. Ah bon, d'accord. Moi, il m'a semblé voir que tous les terroristes assassins qu'on a arrêtés avaient une identité, Oui. qu'on reconnaissait sur les photos. Et puis il ose dire, nous prenant vraiment pour des cons, que l'islamisme qu'il combat n'a pas de religion. Non, on comprend pas. Non, mais on se parle franchement. D'accord? Bon. Qu'il puisse dire ça, c'est qu'il s'imagine qu'il a une capacité cosmique à prendre les gens pour des cons. Parce que, comment faire croire que l'État islamique, Daesh, n'est pas porté, imprégné, installé par l'islamisme radical, par le salafisme. Enfin, tout le monde le sait. Alors comment peut-il oser dire, lui qui soutient un projet de loi pour lutter contre le séparatisme, qui est devenu un projet de loi ayant pour objet de renforcer les principes républicains, comment peut-il dire, en espérant nous faire croire qu'il va mener un vrai combat, que cet islamisme qu'il faut arrêter n'a pas de frontières, alors qu'il faut l'arrêter aux frontières, n'a pas d'identité, alors que l'identité de l'islamisme radical, du salafisme, de Daesh est connue, et qu'il n'a pas de religion. Mais comment il peut dire ça? Comment il peut le dire? S'il le dit, c'est qu'il croit qu'il peut vraiment, non mais nous dire n'importe quoi. Et puis enfin quand même, d'un côté on a son projet de loi, Ramolo, et puis de l'autre on a son livre. C'est pas le même discours. On a l'impression qu'il y a deux Darmanins. Il y a Darmamou et Darmadur. Darmamou c'est la proposition de loi, et Darmadur c'est le livre qu'il a comme ça il est tranquille, il n'y aura pas de vote. Bon, Est-ce que finalement il dit pas un peu tout pour satisfaire tout le monde, bon, mais en même temps il ne satisfait personne? C'est aristophanesque, quoi. C'est burlesque, c'est Buster Keaton, voilà, au pouvoir. Bon, on n'y arrivera pas, hein, on y arrivera. Alors que finalement, moi, la proposition j'ai lu tous les projets, hein, toutes les propositions de texte. Celle du Rassemblement National, bien sûr, celle des Républicains. Alors les Républicains, ils proposent différentes choses. Notamment, ils proposent d'inscrire dans l'article 1er de notre Constitution le principe selon lequel nul individu ou groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s'exonérer de la règle commune. Donc la République, la Constitution dit que la République est laïque. Ça fait partie de la rhétorique du remplissage des mots pour combler le vide de l'action. Aujourd'hui, les hommes politiques sont devenus des maçons de mots. Ils maçonnent avec les mots des édifices qui ne tiennent pas, parce que ils sont incapables d'agir sur la réalité. Ça veut rien dire, ça. Si on dissèque l'analyse des mots, on se rend bien compte que c'est tautologique, que c'est pléonastique, que ça n'a pas de portée. Bon, ce qu'il faut, il y a un article 40 qui oblige. Voilà. J'allais vous demander justement, vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que la seule chose qu'on devrait faire, après avoir lu Proviseur ou imam de la République, l'ouvrage de cet inspecteur de l'instruction publique, dont j'ai oublié, Orbin, qui nous raconte comment l'islamisme radical s'est installé dans l'école, après avoir lu Le Maire et les barbares, où on nous explique comment les municipalités se font phagocyter par l'islamisme radical, après avoir lu tous ces ouvrages qui en disent long. Bon, on se rend compte qu'en définitive, à l'endroit où le bas blesse, c'est que les faits, on les connaît, mais on les porte pas à la connaissance de l'autorité judiciaire ou de l'autorité de police. Il y a un article 40 qui oblige à dénoncer les infractions. Pas criminel, donc ça c'est une faute pénale si on ne les dénonce pas. Mais toute personne dépositaire de l'autorité a l'obligation de dénoncer, quand elle le constate, des faits délictuels ou contraventionnels. Alors, Ils le font pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sanction. Un proviseur, par exemple, qui constate dans son école qu'il y a des violations de la loi,
qu'il y a des violations de la laïcité, qu'il y a des menaces, s'il ne le porte pas à la connaissance de l'autorité judiciaire, il risque rien. Il faut donc assortir l'article 40 pour vous, il faut d'une sanction pénale de manière que tous ces lâches aient à choisir entre l'emmerdement islamique radical ou l'emmerdement pénal. Il faut que, si on a connaissance d'un fait portant atteinte à la liberté de penser, à la liberté de s'exprimer, à la liberté de se vêtir, à la liberté d'enseigner, bon, le proviseur, le responsable, l'autorité qui ne le dénonce pas soit poursuivi. Comme ça, aucun fait ne passera inaperçu. À l'heure actuelle, pour avoir la paix publique, pour avoir la tranquillité, on dit rien. Enfin, c'est ce que nous racontent tous les livres dont je parle tout à l'heure, tous les témoignages que j'évoquais. Donc il faut sanctionner les dépositaires de l'autorité publique qui, constatant ou informés qu'il y a un comportement relevant de la loi pénale et qui ne le dénoncent pas, encourent des sanctions. Moi je pense que c'est la principale réforme à faire. Donc il faut obliger l'État à respecter la loi. Mais non, c'est même pas obligé l'État. Parce que finalement, non, c'est même pas l'État. On peut faire toutes les propositions de loi qu'on veut, on peut voter tous les textes qu'on veut. S'ils sont pas appliqués, à quoi ça sert? Or, il y a un article 40 qui oblige les dépositaires de l'autorité publique, quelle que soit du reste cette autorité, à porter à la connaissance du procureur de la République les faits qui portent atteinte à la loi. Les contraventions, les délits. Les infractions, en un mot. Les dépositaires de l'autorité publique, proviseurs, enseignants, préfets, qui ont connaissance de faits délictueux et qui ne les portent pas à la connaissance de l'autorité publique, risquent peut-être une poursuite déontologique, si on veut, mais pas de sanction pénale. Il faut qu'il y ait une sanction pénale. D'accord. Alors, on va changer de sujet, un sujet peut-être un peu plus rigolo. Il serait temps, hein. En tout cas, c'est une vidéo qui est rigolote. Je vous laisse la regarder. Oui. Je vous laisse la regarder. Vous allez me dire si vous reconnaissez la personne. 5, 6. Et on alterne maintenant. Touche l'épaule puis l'autre. Les bras bien levés. Et là devant. On alterne. On touche ses épaules et puis on tend les bras. Vers le haut. Devant. Encore une fois en haut. C'est Blanquer, bien évidemment. Mais moi, je l'aurais plutôt vu sur la danse des canards. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins et font coin coin. C'est vrai que la chorégraphie est sympathique. Alors, qu'en pensez-vous de cette vidéo où on voit effectivement le ministre de l'Éducation nationale faire de l'exercice physique, hein, c'est bon pour la santé. Non, c'est excellent pour la santé, l'exercice physique. Du reste, c'est le ministre de l'Éducation physique. Je trouve que c'est comique, quoi. Bon, parce que vraiment, on n'a pas besoin pour que nos jeunes fassent du sport d'avoir l'exemple désastreux de Blanquer, du reste, hein, qui est un remède contre l'activité sportive. Alors bon, à ses risques et périls, parce que si demain il va inaugurer une école dans je sais pas moi, du côté de la Haute-Savoie où il y a une patinoire, est-ce qu'il va se mettre à faire du patinage? Non, là ça peut être très dangereux pour lui. Ou alors une école où il y a du saut à la perche, est-ce qu'il va se prendre une perche? Vous me direz, on a bien vu Dupond-Moretti faire du baby-foot, mais là c'est un sport moins fatigant. Moins fatigant. Non, mais, voilà, pour être sérieux, 30 secondes, hein, bon. C'est quand même dramatique qu'on en arrive à ce point de communication. Ouais, ça fait société du spectacle. Ben c'est plus que ça fait société du music-hall. Dire que on est très loin de ce que les situationnistes envisageaient avec la société du spectacle. Hein. Bon, là on est dans les folies Blanquer, quoi. C'est vraiment, on a l'impression que faute d'être, ils paraissent, quoi. Ça apporte quoi, ça, de voir Blanquer faire des exercices coincés, en plus rhumatisants, hein, de gymnastique. Enfin bon, moi pas de jugement là, mais c'est ce qu'on voit, de gymnastique, quoi. Est-ce que vous pensez que
Alors, au moment où il fait cette vidéo sort, il se trouve que les enseignants sont dans la rue, manifestent. Est-ce que vous pensez que ça va les faire rire? Est-ce que ça je crois pas que ça les fasse rigoler. Non, parce que ce n'est pas un moyen de régler leurs problèmes. Hein. Ce n'est pas un moyen de régler leurs problèmes. Je me demande même s'ils n'ont pas l'impression que c'est fait pour distraire. Parce que quand même, ils sont pas aussi brêles qu'on le croit. S'ils le font, c'est bien qu'ils s'imaginent que ça a une utilité. Alors peut-être que ça a le mérite comique de détourner l'attention de la réalité des problèmes. Peut-être qu'on est dans la société du comique. Ah non, attendez, il faut esprit. Parce que très souvent, quand on est dans une période difficile, hein, on a un exercice comique qui. Alors c'est vrai que les télés tout de suite reproduisent l'image de Blanquer en train de faire de l'exercice physique, et pendant ce temps, les enseignants qui manifestent, les chercheurs qui se plaignent, on étouffe leur colère sous le bruit du rire. C'est pas forcément dénué cette espèce de comique de situation d'arrière-pensée. Alors, question européenne, l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne... Entre nous, il ferait mieux de s'occuper des vaccins. Entre nous, oui. Là, c'est pas des vaccins dont il s'agit. La Cour de justice de l'Union européenne veut appliquer le droit européen du travail à nos militaires. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est la directive 2003-88. L'avocat général, du reste, il est quelque part général. Oui. Quelque part général. Bon, il est avocat, mais général. C'est pas le même corps d'armée, quand même. C'est pas le même corps d'armée. Notre avocat général, notre général avocat, lui, il voudrait que la directive relative au temps de travail s'applique aux membres des forces armées. Pour lui, un militaire, c'est un peu comme un employé de bureau. Avec tout le respect que j'ai bien sûr pour les employés de bureau. C'est un peu comme n'importe quel salarié. C'est-à-dire que il n'a pas du tout l'idée qu'un soldat, il remplit d'abord une mission. Alors, si on applique cette directive, au bout de 35 heures, si l'adversaire ouvre le feu, il faut voir ce que prévoit le droit européen du travail. Je ne sais pas, mais enfin, une fois qu'on là, la question se pose à propos des temps de garde. Hein? Oui. Bon, il y a un militaire qui se plaint du fait qu'il a monté la garde trop longtemps. Bon, alors si il dépasse le temps qu'il considère comme légal de garde, et qu'à ce moment-là des gens malveillants essayent de s'introduire dans l'enceinte, vu qu'il a fait son temps, il bouge pas. Il bouge pas. Oui, mais attendez, vous caricaturez, mais je caricature pas, non, c'est exactement ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème au niveau de la hiérarchie militaire qui peut abuser de certaines situations? Non, mais les militaires ont le droit, de la même manière que tout citoyen, au respect des lois, mais on ne peut pas confondre l'activité militaire, qui est une vocation, avec l'activité des travaux ordinaires qui sont régimentés, si je puis dire, dans le droit du travail. Vous imaginez un soldat qui part à l'assaut au Sahel avec dans la poche le code du travail? Non, faut pas tout confondre, quoi. Il y a encore, mais c'est très significatif ce comportement de ce général avocat ou de cet avocat général. C'est très significatif du fait qu'on a perdu tout sens du service. Bon, voilà. Le droit du travail, on peut pas demander à un militaire qui accomplit une mission d'avoir le bénéfice absolu de la législation sur le droit du travail. Bon, c'est pas possible. C'est une mission, l'armée. C'est pas une action salariale. Vous imaginez que ces soldats qui vont au combat pour des soldes de misère sont mus par la solde, et ils obéissent à autre chose, enfin, quand même. Est-ce que ça pose pas aussi un problème de souveraineté? Parce que là, on parle du droit du travail européen. Absolument, oui. Est-ce que l'Union européenne a le droit d'imposer ces directives sur l'armée française? L'Union européenne impose tout. On s'en rend bien compte, hein. Bon, et puis, quand elle n'impose pas, c'est nous qui allons lui demander, comme pour les vaccins, de s'occuper à notre place de faire les achats. Bon, mais il est clair que là se pose brutalement la question de la souveraineté. Si on n'est même plus souverain sur l'organisation de nos armées,
bon, déjà qu'on n'a plus de souveraineté, mais l'air de rien, vous allez voir, l'air de rien, c'est quelque chose qui se prépare, qui bientôt, je vous le dis, moi, on aura, en cas de conflit, ou d'action terroriste, par exemple, quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure, quoi, voilà, bon, alors vous imaginez téléphoner au 17 ou au 18 et vous entendre répondre à l'application du code du travail, nous avons rempli les quotas horaires, donc on ne peut pas venir. Bon, voilà, donc c'est ça aussi l'Union européenne. C'est un univers kafkaïen, une espèce de folie juridique, voilà. Non mais je pensais pas qu'un jour on toucherait du doigt la folie juridique, on y est. Je vous remercie pour ces décryptages de l'actualité de la semaine. Merci.